je vais peut-être pouvoir commencer tranquillement. Je vois qu'on est déjà 23, ça va être parfait. Donc en tout cas, merci beaucoup de vous être connectés. C'est le premier atelier juridique et fiscal de l'année 2024. Donc, on commence sur un sujet, qui nous concerne tous et qui vous intéresse tous beaucoup. On va parler d'implication des collaborateurs aujourd'hui. Puisque vous le savez, mais voilà, le mécénat de compétences, c'est souvent une réponse à la quête de sens, des collaborateurs, aussi bien des collaborateurs des entreprises que des personnes publiques, et c'est un petit peu sur ça, qu'est la nouveauté avec cet atelier juridique. Et donc peut-être que par contre, je rappellerai un petit peu les règles après, mais je veux bien que vous coupiez tous vos micros, pour éviter les petites interférences entre tout le monde. Mais donc voilà, parmi, les différents modes, d'implication des collaborateurs, là, cet atelier, ça va vraiment se concentrer sur le mécénat de compétences des entreprises, donc dispositif privé, et sur la mise à disposition des fonctionnaires, dispositif public. Et donc je voulais vraiment, je vais volontairement employer le terme de mise à disposition des fonctionnaires, et pas de mécénat de compétences des fonctionnaires pour éviter justement les confusions, et on verra en fait que juridiquement, ce sont 2 outils, très différents, donc on aura l'occasion de revenir sur ça. Je pense que tout le monde, commence à se connecter. On va pouvoir, bien démarrer le sujet. Alors, pour cet atelier, ce premier atelier de 2024, on a le plaisir d'accueillir Laura Exposito del Rio, qui est responsable de la mission mécénat de Bordeaux Métropole. Donc c'est un établissement public, qui est adhérent à Amical depuis, quelques années déjà. Et en effet, Bordeaux Métropole a mis en place le fameux dispositif de la mise à disposition des fonctionnaires, et donc voilà, le retour de Laura sera précieux. Et donc voilà, juste un petit retour sur la manière, enfin un petit rappel sur la manière dont on va s'organiser pour cet atelier. Donc l'atelier va se dérouler en 2 parties. Donc pendant 30 minutes à peu près avec Laura, on va justement vous présenter, les dispositifs, et on se concentrera un petit peu plus longuement donc sur la mise à disposition des fonctionnaires. Et donc seule cette partie-là sera enregistrée, ça fera l'objet d'un replay, donc vous inquiétez pas, vous aurez tous les éléments de contenu, enfin la présentation, le replay, le le compte rendu dans un mail de remerciement, qui viendra prochainement. Et donc pendant cette première partie, voilà, je vais vous demander de bien éteindre vos micros. Vous pouvez quand même interagir dans le chat. De toute manière, l'équipe amicale s'occupe de vous répondre, et ensuite en deuxième partie, eh bien là, on pourra, vraiment prendre un temps d'échange avec vous tous. Vous pourrez nous poser vos questions soit dans le chat, soit directement, en prenant la parole dans Teams. Et sur cette seconde partie, donc ça ne sera pas enregistré, donc voilà, la parole sera totalement libre. Et heu et donc voilà pour les petites consignes. Et Laura, peut-être que tu veux te présenter un peu plus en détail, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai vu des petits noms que je connaissais là dans la liste des personnes qui se sont connectées. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir rééchanger avec des collègues et partager des bonnes pratiques. Donc je suis Laura Exposito del Rio, je suis responsable de la mission mécénat de Bordeaux Métropole depuis sa création fin 2017. Donc depuis quelques années maintenant. Et nous travaillons à Bordeaux Métropole d'une manière un petit peu particulière, puisque on a la particularité d'être à la fois au service de l'établissement public qu'est Bordeaux Métropole, mais aussi de 9 communes sur les 28 de la métropole qui ont fait le choix de mutualiser cette fonction. Donc ça fait de nous ce qu'on appelle un service commun, service mutualisé, et ce qui nous amène à travailler sur des compétences qui sont à la fois communales mais aussi métropolitaines, avec, on va dire brièvement, 2 grands objectifs. Le premier, celui de développer une culture du mécénat et de sécuriser ce recours au mécénat sur nos collectivités, mais aussi l'objectif de développer le recours au mécénat sous toutes ses formes. Et merci, c'est parfait, c'est bien introduit alors comme ça, puisque donc l'objet de cet atelier, pour ceux qui nous rejoignent avec, les quelques petites minutes de retard, ça sera bien de distinguer donc les 2 dispositifs dont on va parler aujourd'hui, et qui donc, favorisent l'engagement des collaborateurs, à savoir le mécénat de compétences, donc des entreprises, et la mise à disposition des fonctionnaires, pour les personnes publiques. Alors, pour faire quelques petits, éléments de contexte, en introduction,
On voulait rappeler quelques chiffres du dernier baromètre du mécénat d'entreprise d'Anne Miquel, parce que c'est important de rappeler que les motivations des entreprises pour faire du mécénat de compétences sont importantes. En effet, pour 43% d'entre elles, donc des entreprises qu'on a pu interroger, le mécénat de compétences est une manière vraiment de renforcer les liens avec les acteurs du territoire et on verra que c'est important et pour 42 eh bien, impliquer les collaborateurs dans les actions de mécénat, c'est devenu vraiment une priorité. Donc avec ces quelques chiffres, on comprend que le mécénat de compétences répond à des enjeux stratégiques d'implication des salariés, de cohésion sociale, de marque employeur et c'est vraiment un moyen de fédérer, les salariés, fidéliser les talents et surtout, ça répond à une volonté croissante des salariés de s'impliquer davantage au service de l'intérêt général, en mettant à disposition leur savoir-faire et on aura l'occasion de revenir sur ça, avec Laura. Alors moi, je vais commencer par vous faire un petit rappel du cadre, du mécénat de compétences des entreprises, parce que parmi les formes de mécénat que les organismes d'intérêt général peuvent solliciter, on retrouve le mécénat de compétences. Et donc, c'est une forme de mécénat en nature qui consiste pour une entreprise, voilà, à mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au profit d'un projet d'intérêt général. Et c'est hyper important de bien retenir que le mécénat de compétences ne doit pas être confondu avec du bénévolat, puisque le bénévolat, c'est un engagement d'une personne sur son temps libre, sur son temps personnel, et juridiquement, ce ne sont pas les mêmes choses. Alors, le mécénat de compétences peut se traduire, vous le savez, de deux manières, soit dans le cadre d'une prestation de service, soit dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre. Pour être un petit peu plus précise, lorsque l'on parle de prestation de service, on parle d'une entreprise mécène qui réalise une tâche déterminée, clairement délimitée, au profit d'un organisme d'intérêt général. Et dans ce cadre seulement, le salarié va rester sous la direction et sous le contrôle de son entreprise. Concernant la valorisation de cette forme de mécénat de compétences, je le rappelle parce que ça fait souvent l'objet des questions qu'on peut nous poser, la prestation de service va devoir être valorisée à son coût de revient, c'est-à-dire tous les coûts qui sont supportés par l'entreprise pour acquérir ou pour produire la prestation. Et à côté de ça, on a le mécénat de compétences sous forme de prêt de main-d'œuvre. Donc, c'est lorsqu'une entreprise mécène va choisir de mettre un salarié à disposition d'un organisme d'intérêt général. Et dans ce cas, c'est l'organisme d'intérêt général bénéficiaire qui reçoit, à qui on transfère la direction et le contrôle sur les missions que le salarié va exercer au sein de l'organisme. Et concernant la valorisation, le prêt de main-d'œuvre va être valorisé au salaire chargé du salarié au prorata temporis. Donc en fait, on va prendre le salaire brut avec les charges sociales. Donc on rentre ici vraiment dans le cadre du droit du travail quand on parle de prêt de main-d'œuvre. Et c'est souvent cette forme de mécénat de compétences qui peut susciter quelques difficultés. Et donc c'est pour moi l'occasion de vous faire un petit aperçu de la veille parlementaire à ce sujet. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en introduction au tout début, on en discutait avec Julie, mais c'est vrai que c'est un peu la bonne nouvelle de la semaine. Parce que, peut-être que vous le saviez, mais, on avait des difficultés, en tout cas en termes de sécurité juridique, avec justement le cadre juridique de ce prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre, normalement, il est régi par l'article L 8241-3 du Code du travail et selon cet article, eh bien, seules les entreprises de plus de 5 000 salariés peuvent mettre à disposition leurs salariés et cela pour une durée limitée à 2 ans. Et donc cet été, après un long plaidoyer, notamment porté par Anne Miquel, on a une proposition de loi qui a été déposée pour que ce plafond de 5 000 salariés ne s'applique plus et que la durée maximum soit passée de 2 à 3 ans. Et donc l'objectif, c'était vraiment de clarifier le cadre juridique de ces prêts de main-d'œuvre, de sécuriser ces opérations pour protéger les salariés prêtés. Et donc avant-hier, mercredi, l'Assemblée nationale a adopté ce texte et donc, le seuil de 5 000 salariés devrait, disparaître et la durée maximale pourrait passer de 2 à 3 ans. Donc ce texte va encore devoir, être, adopté par le Sénat, donc ce n'est pas définitif. Mais, voilà, on sera en tout cas, nous, très vigilants sur ce sujet et bien sûr, vous serez avertis, avec nos actualités. Donc voilà pour les rappels au sujet du mécénat de compétences des entreprises. On ne va pas rentrer beaucoup plus dans le détail puisqu'on a déjà eu l'occasion en juillet dernier de faire un atelier juridique dédié
à ce thème du mécénat de compétences. Donc, on vous remettra tout le contenu, donc le replay, le compte rendu, la fiche repère, etc., dans le mail de remerciement. Et on va pouvoir donc s'intéresser un peu plus à, à l'autre forme d'implication des collaborateurs. Alors la question qu'on peut se poser, c'est déjà qui peut bénéficier du mécénat et plus particulièrement du mécénat de compétences. En fait, ce sont donc tous les organismes d'intérêt général qui sont listés à l'article 238 bis du Code général des impôts et qui respectent les fameux critères de l'intérêt général que vous connaissez tous par cœur. Et parmi ces organismes bénéficiaires, eh bien, on retrouve notamment les personnes publiques. Donc l'État, les collectivités, les établissements publics, qui peuvent aussi être éligibles à recevoir des dons, sous certaines conditions également. En revanche, sur ce point, on tenait à vous alerter sur quelque chose, puisqu'il semblerait que les personnes publiques ne puissent pas recevoir de mécénat de compétences de la part des entreprises, puisque le mécénat de compétences en faveur des personnes publiques comporte un certain nombre de risques, et notamment l'impossibilité de flécher en fait nettement l'utilisation du don vers le projet d'intérêt général qui serait éligible. Et on a aussi tous les risques en matière de droit public que l'on connaît, donc favoritisme, gestion de faits, marché public, etc., risque de corruption. Donc la solution la plus sécurisée, ce serait de recevoir le mécénat de compétences directement au sein d'une structure éligible comme une association et d'utiliser ces compétences au service du projet qui sera mené en collaboration entre donc, la structure associative, par exemple, et la personne publique. Donc chez Amical, c'est vraiment la position qu'on tient, en tout cas c'est notre recommandation, et c'était voilà, une petite parenthèse de vigilance. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les personnes publiques peuvent, elles aussi, faire des dons, d'une certaine manière, et faire donc s'engager leurs collaborateurs grâce à ce nouveau dispositif qui est la mise à disposition des fonctionnaires, donc qu'on met aujourd'hui à l'honneur. Et donc voilà, volontairement, c'est ce que je disais en introduction, je ne vais pas employer le terme de mécénat de compétences des fonctionnaires pour éviter la confusion avec le mécénat de compétences des entreprises, dont je viens de parler. Alors, il ne faut pas les confondre, ces deux dispositifs, puisque juridiquement, ce sont deux choses différentes, tout simplement. Ils n'ont pas la même nature. Comme on vient de le voir, le mécénat de compétences des entreprises, c'est un dispositif privé, une forme de don en nature bénéficiant du régime fiscal du mécénat, donc qui est prévu à l'article 238 bis du Code général des impôts. Autrement dit, les entreprises qui sont fiscalisées et qui mettent à disposition leurs salariés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. A contrario, la mise à disposition des fonctionnaires, c'est un dispositif public qui prend la forme d'une subvention en nature. On n'a donc plus du tout de connotation fiscale, puisque par nature, les personnes publiques ne sont pas fiscalisées. Donc les textes utilisent le terme de mise à disposition non remboursable. Concrètement, cela veut dire que la structure, l'organisme bénéficiaire qui recevra l'agent, le fonctionnaire, ne devra pas rembourser la personne publique. C'est vraiment une mise à disposition de personnel à titre gratuit pour les réalisations d'un projet donné. Et pour ça, juridiquement, il s'agit bien de l'application du régime de subvention en nature. Donc, cette mise à disposition des fonctionnaires, elle a été introduite par la loi 3DS de 2022 à titre expérimental, donc pour une durée de 5 ans, donc c'est jusqu'en décembre 2027. Et l'objectif annoncé de l'intégration de ce dispositif, c'était de permettre à la fois aux fonctionnaires d'exercer leurs compétences dans un environnement différent, et surtout d'enrichir leur parcours et de répondre bien sûr aux attentes des associations et des fondations reconnues d'utilité publique qui, on le sait, ont besoin de ces dons de compétences. Et en 2022 et en 2023 ont été publiés successivement un décret puis une circulaire qui vont faire l'objet de notre développement à Laura et à moi à la suite, pour justement venir en fait préciser toutes les modalités pratiques de ce dispositif qui est tout à fait nouveau. Alors, c'est pour moi l'occasion, Laura, de te demander, quand est-ce que vous avez décidé, donc à Bordeaux Métropole, de mettre en place justement ce dispositif et pourquoi, vous avez souhaité le mettre en place? Quel était le sens de la démarche? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission mécénat de Bordeaux Métropole, elle a été créée aux horizons de 2017.
Ça signifie que dans l'établissement public, on a une mission qui opère régulièrement une veille et des propositions auprès de nos élus pour essayer voilà, d'être toujours dans l'innovation du point de vue du mécénat. Donc avant même en fait que le décret et la circulaire ne sortent, on avait attiré l'attention de notre direction générale et de nos élus sur le fait qu'on pouvait nous-mêmes, en tant que collectivité, aller rechercher du mécénat de compétences, mais que ça pourrait être intéressant d'être exemplaire en interne et de mettre nos propres agents à disposition d'œuvres ou de projets d'intérêt général. Simplement, en effet, jusqu'à 2022, il n'y avait pas de cadre juridique qui permettait cette mise à disposition. C'est la raison pour laquelle, quand on a commencé à parler de ce projet quelques années avant, la direction des affaires juridiques n'a pas suivi, faute de cadre. Et on s'est engagé avec France Urbaine et un certain nombre de collectivités dans une sorte de lobbying, comme le fait très bien Admical aussi, auprès de nos députés et de nos sénateurs, pour essayer de pousser l'idée d'un mécénat de compétences, en tout cas d'une mise à disposition de nos agents auprès d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général. Donc on a participé à ce lobbying-là qui a abouti donc à la proposition de loi et à ce dispositif que tu cites, Élise, et qu'on a donc mis en place dès la publication du décret, puisque les propositions avaient déjà été faites à nos élus et à notre hiérarchie, et on était finalement dans les starting blocks pour se mettre en ordre de marche quand le cadre juridique, qui était l'élément manquant, serait disponible. Donc ça, c'est la question du quand est-ce qu'on a mis ça en place. Et à la question du pourquoi, ce qui a, alors au-delà de la philosophie globale, puisque la mission mécénat étant intégrée depuis 7 ans dans l'organigramme de Bordeaux Métropole, le mécénat, c'est quelque chose qui est quand même maintenant bien partagé en interne. Au-delà de ça, il y a eu quand même cette conjoncture de la crise sanitaire qui a amené un certain nombre de nos agents, un certain nombre d'entre nous, à revenir à des missions très simples de service public, au contact le plus direct de l'usager et du citoyen. Et suite à cette crise sanitaire et suite à ces nouvelles missions qui avaient été données à nos agents, beaucoup d'entre eux ont fait remonter leur souhait de pouvoir continuer à s'impliquer aussi concrètement que ça dans des actions du quotidien et d'intérêt général. Donc en fait, la mise à disposition à travers ce dispositif que par abus de langage, je vais quand même appeler mécénat de compétences, permettait de répondre en partie à ce souhait de nos agents. C'était aussi une occasion pour Bordeaux Métropole, au niveau de la direction des ressources humaines, de venir travailler ce qu'on appelle la marque employeur, avec cette idée que on pourra, dans nos recrutements, on pourra faire la promotion du fait que Bordeaux Métropole est non seulement, par exemple, engagé sur des dispositifs de télétravail, mais aussi offre la possibilité à ses agents de partir en mise à disposition auprès d'organismes d'intérêt général. Et il y avait cette idée aussi que la métropole subventionne un certain nombre d'associations avec des subventions de financement ou de fonctionnement, pardon, ou d'investissement, mais que le fait de venir avec de la mise à disposition de compétences, compléter ces subventions classiques, ça pouvait être aussi un autre outil, une autre forme de soutien au tissu associatif qui, encore une fois, dans la période post-Covid, était très en demande de tout cela. Et bien sûr, tu l'as cité, il y a cette idée d'ouvrir le quotidien de nos agents sur un autre quotidien que celui du travail dans le service public. Donc ça, c'est ce qui remonte beaucoup des témoignages des agents qui sont déjà partis en mise à disposition. C'est le fait d'aller retrouver un sens différent à l'action publique en étant au contact du tissu associatif. Merci beaucoup et justement, on va parler de ces agents qui peuvent être mis, à disposition puisque pour le coup, les textes précisent très bien, le champ justement d'application du dispositif. Donc on a déjà les fonctionnaires de l'État, qui vont pouvoir être mis à disposition, les fonctionnaires des communes de plus de 3 500 habitants, les fonctionnaires des régions et des départements et enfin les fonctionnaires des établissements publics de coopération intercommunale, donc les fameux EPCI à fiscalité propre. Donc ça fait quand même un champ assez large. Et chez vous, peut-être que est-ce que vous avez choisi comme ça de mettre à disposition un bon nombre d'agents ou vous avez souhaité le limiter?
Alors, pour déjà donner quelques ordres de grandeur, Bordeaux Métropole, c'est 5000 agents, en dehors des agents qui sont mutualisés ou services communs avec la ville de Bordeaux, puisque là, on atteint 9000 agents. Donc, en sachant que ce dispositif expérimental, on allait le porter à moyens humains constants, donc c'est-à-dire les 2 personnes de la mission mécénat et une personne qui est référente au niveau de la direction des ressources humaines pour toute la partie administrative, on a dû faire des choix. On ne pouvait pas l'ouvrir à l'ensemble des 5000 agents du premier coup. Donc, le choix qu'on a opéré, c'est de fonctionner année par année sur 3 directions générales chaque année. Donc, on a choisi la première année, voilà, 3 directions générales pilotes pour venir porter cette phase test de l'expérimentation. L'année suivante, donc là en 2024, on a 3 nouvelles directions générales qui ont pu participer. Donc, ça peut concerner tous les agents. On n'a pas fixé ni d'âge, ni de catégorie, ni est-ce que vous êtes manager, est-ce que vous n'êtes pas manager. Voilà, c'est vraiment ouvert à la totalité des agents, pour peu qu'ils soient effectivement statutaires, puisque ça, c'est une des contraintes du texte, qui est, voilà, peut-être là aussi, c'est peut-être une amélioration qu'il faudra suggérer, mais en effet, on a eu des contractuels qui étaient très désolés de ne pas pouvoir rentrer dans le dispositif. Et ça, c'est un élément important parce qu'il n'est pas forcément très, très visible. Et en fait, dans le pratico-pratique de la mise en œuvre des choses, il y a des contractuels dans nos collectivités et ils ne peuvent pas participer à cette expérimentation. Donc, au global, on a ouvert ce dispositif chaque année à 3 directions générales. On a eu la première année 45 agents qui se sont portés candidats et qui sont allés en mise à disposition dans des associations. Et là, cette année, du fait qu'on s'est adressé aussi à un plus petit panel d'agents, on a 25 nouvelles personnes qui se sont inscrites dans le dispositif. OK, très intéressant. Et bien, justement, on va parler maintenant des bénéficiaires, du dispositif, puisqu'on a vu qui pouvait être mis à disposition, mais qui peut recevoir justement ces agents? Eh bien, ce sont, classiquement les personnes morales qui relèvent des catégories donc, de l'article 238 bis du code général des impôts, donc voilà, les organismes d'intérêt général qui ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique et cetera. Je ne vais pas vous faire, l'énoncé de l'article entier. Les fondations reconnues d'utilité publique, les associations reconnues d'utilité publique, mais le texte précise cependant que les fondations d'entreprise seront exclues de ce dispositif, donc elles ne pourront pas recevoir de fonctionnaires dans leur structure pour les aider. Et vous, du coup, à Bordeaux Métropole, quels sont les bénéficiaires que vous avez choisi d'accompagner? Alors, on a choisi dans ce mode, enfin dans cette phase test du dispositif, d'accompagner 4 associations qui étaient par ailleurs déjà subventionnées par Bordeaux Métropole. Là encore, le choix a été opéré par rapport au fait qu'on fonctionnait à moyens constants et qu'on ne pouvait pas, par exemple, s'engager dans le lancement d'un appel à projet qui nous aurait permis de recruter un certain nombre d'associations bénéficiaires. Donc, on est parti sur 4 associations que l'on soutenait déjà, que l'on connaissait déjà et qui étaient en capacité aussi en termes matériels, mais aussi humains, d'accueillir nos agents. Donc, ces associations, pour les citer, sont le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur et Emmaüs Aquitaine. Merci. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux missions, justement, aux projets qui peuvent être confiés. Alors, selon donc, bon, les différents textes qu'on a cités, les missions confiées aux fonctionnaires mis à disposition, c'est bien précisé, doivent être en parfaite adéquation à la fois avec les compétences de l'agent, ses expériences professionnelles, et aussi avec les missions d'intérêt général de l'organisme. Donc ensuite, c'est à l'autorité hiérarchique dont il relève d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions de son agent, exercées au cours des 3 dernières années. Donc pour le coup, le texte est assez explicite sur ce sujet. Et donc, sur ce point, la mise à disposition des fonctionnaires semble un peu plus exigeante que le mécénat de compétences des entreprises, puisque dans le cadre d'un mécénat de compétences, donc le dispositif privé, hein, aucun texte n'exige expressément une adéquation entre les compétences professionnelles et la mission dont a besoin l'organisme bénéficiaire. Donc on est sur un champ de compétences, on va dire, plus large en matière dans le cadre du dispositif privé.
Voilà, ça c'est pour le petit point de comparaison. Donc comme quoi il y a bien des différences d'un point de vue juridique, ce qui confirme l'importance de bien les distinguer, de ne pas les confondre. Et donc voilà, j'espère que sur ce point c'est assez clair, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Alors, une autre question que j'avais à te poser, Laura, c'est de savoir comment est-ce que vous, à Bordeaux Métropole, vous procédez en pratique pour mettre en relation, les organismes bénéficiaires et ces agents justement? Comment, communiquer sur les besoins, des organismes, concrètement, en fait? Oui. Alors les directions générales qui sont choisies pour être pilotes sont identifiées par notre direction des ressources humaines, ce qui permet d'avoir un panel assez large de compétences et de métiers, large et différencié et diversifié, pardon, de compétences et de métiers qu'on est susceptible de mettre en face des besoins des associations. Comment on procède concrètement? Donc, 4 mois avant la phase de mise à disposition, on va venir interroger nos associations partenaires qui, antenne par antenne, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 4 associations partenaires, mais toutes ont plusieurs antennes en fait sur l'ensemble du territoire métropolitain, ce qui fait qu'au final c'est une bonne quarantaine de structures qui sont susceptibles d'accueillir des agents de la métropole. Donc on vient interroger l'ensemble des associations et de ces comités pour qu'ils fassent remonter leurs besoins à travers une petite fiche qu'on leur propose de remplir. Ensuite, on vient mettre à disposition des agents des directions générales pilotes l'ensemble de ces fiches sur notre intranet. Et les agents candidatent dans un lieu, dans une association et sur des missions spécifiques telles que décrites dans la fiche de l'association, et ils se positionnent en fait très clairement sur un lieu parce que la mission qui a été décrite comme étant demandée par l'association convient par rapport à leurs compétences. Et ensuite, c'est la DRH chez nous qui vient éventuellement regarder la complémentarité entre ces compétences-là et le besoin de l'association. Il y a également, puisque c'est quelque chose qui est apparu là dans le décret, un contrôle en effet du déontologue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté là en 2024 pour vérifier en effet qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts par rapport aux agents qui se positionnent dans les associations. Ouais, je pense qu'on aura justement le temps de revenir sur ce point-là. Et donc pour faire une petite incise, juridique pure, donc afin de bénéficier de ce mécanisme, il faut savoir que si vous êtes un organisme bénéficiaire, eh bien vous allez devoir en faire une demande de subvention, en fait. C'est pour le coup, c'est le même process que pour faire une demande de subvention, financière. Et il faudra donc souscrire à un contrat d'engagement républicain. Donc je ne vais pas beaucoup insister sur ce point-là, mais n'hésitez pas, si ça fait partie de vos questions juridiques, à revenir, vers moi, par la suite. Et ensuite sur la mise à disposition, la durée de cette mise à disposition, il faut savoir que la mise à disposition d'un fonctionnaire, elle est soit totale, soit partielle. Elle est prononcée pour une durée, qui ne peut excéder 18 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 3 ans au sein d'un même organisme. Et donc justement, c'est sur cette durée, que, le rapporteur de la fameuse loi qui est passée avant-hier à l'Assemblée nationale a pu faire sa comparaison en disant: «Voilà, dans le cadre de la mise à disposition des fonctionnaires, on est sur une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil en matière de mécénat de compétences des entreprises?» Donc finalement, c'est peut-être cet argument de comparaison qui a pu pencher dans la balance de cette durée. Quoi qu'il en soit, voilà, peut-être qu'il y aura en tout cas, si la loi va jusqu'au bout, une uniformisation sur cette durée. Donc peut-être que tu peux nous dire, quelle est la durée, à Bordeaux Métropole voilà, de mise à disposition? Oui, comme je vous l'ai indiqué, on fonctionne par salve chaque année. On a de nouvelles directions générales qui sont impliquées. Donc, ça veut dire que la durée maxi du mécénat de la mise à disposition chez nous, c'est 9 mois à 1 an. Donc, on ne dépasse pas cette durée-là en termes vraiment de durée de la convention de mise à disposition. Et après, en termes de durée pure et dure, tu parlais de mise à disposition totale ou partielle, de durée concrètement pour l'association de durée de mise à disposition de nos agents, on a fait le choix de la limiter à 2 jours maximum par mois par agent. Considérant le fait que on était sur des agents qui occupaient vraiment des missions en réalité à temps plein sur leur emploi et que c'était compliqué d'aller au-delà de ça sans derrière rentrer dans des systèmes de remplacement ou voilà, qui posaient des questions de financement public ou de création de postes. Donc ça nous a semblé être
durée la plus opportune. Néanmoins, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. On a interrogé, puisqu'on a eu l'occasion de faire un bilan de la première salve en 2023, de la première salle d'agents mis à disposition, on a eu l'occasion d'interroger à la fois les agents et les associations à travers un questionnaire de satisfaction. Ce qui remontait du côté des agents, c'était que 2 jours, c'était parfois déjà compliqué pour eux à caler dans leur emploi du temps, alors que du côté des associations, 2 jours, c'était trop peu. Donc ça, c'est voilà, c'est un des paradoxes pour l'instant que l'on a constaté et auquel, à ce stade, nous n'avons pas de réponse. La réponse viendra peut-être voilà, du fait qu'on élargisse ce dispositif à l'ensemble de la collectivité et à d'autres associations. Mais là, on se retrouvera confronté en effet à une problématique majeure qui est celle des moyens humains qu'on est capable d'allouer à ce type d'expérimentation et de nouveaux dispositifs. Il y a un élément dont je ne vous ai pas fait part quand tu m'as posé la question de la communication, enfin de comment on mettait en lien les organismes bénéficiaires avec nos agents. Au-delà de tous ces aspects dématérialisés, de fiches associations, de fiches candidature pour l'agent, bien sûr, on organise des réunions. Donc sous forme de forum où on vient inviter l'ensemble de nos associations partenaires à rencontrer les agents qui seraient susceptibles de candidater sur l'émission. Lorsque le dispositif a été mis en place pour la première fois, il y a eu de nombreuses réunions, de nombreuses rencontres avec les associations pour le leur expliquer, puisqu'elles ne savaient pas et elles ne comprenaient pas au début qu'une collectivité puisse les approcher pour ce type de mise à disposition. Voilà, le dispositif étant complètement nouveau, il n'y a pas du tout cette connaissance dans les associations. La connaissance de son existence et de comment il fonctionne. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec eux pour les rassurer. On a également beaucoup travaillé en interne avec un certain nombre de direction des ressources humaines qui portent l'ensemble de la charge administrative, donc tout ce qui va être rédaction des conventions de mise à disposition, les arrêtés, le contrôle par le déontologue. On travaille aussi donc avec la direction des finances qui s'occupe de la partie subvention, puisque nous avons à valoriser en euros tout le temps mis à disposition pour pouvoir l'intégrer dans notre CA et pour pouvoir aussi le présenter en débat d'orientation budgétaire. Ça fait partie des exigences des textes. Donc, c'est voilà, un travail qui n'est pas que opérationnel. Il y a aussi une assez large part d'administratif dans ce nouveau dispositif de mise à disposition des fonctionnaires dans les associations. Donc là aussi, en interne, beaucoup de pédagogie pour expliquer. Et puis, on a quand même aussi avancé en marchant, c'est-à-dire que par exemple, sur cet élément que tu précisais de demande de subvention que doivent fournir les associations, nous, aujourd'hui, c'est un élément qui est traité, on va dire, un peu a posteriori, c'est-à-dire que le volume financier que représente notre mise à disposition auprès de cette association, on vient l'intégrer aux conventions de subvention. Ça, c'est réalisé. Mais en effet, il n'y a pas eu pour l'instant de sollicitation formelle des associations pour obtenir sous forme de subvention, enfin sous forme de mise à disposition, une subvention complémentaire. Ça, j'avoue que pour l'instant, c'est quelque chose en termes de formalisme qui me paraît compliqué à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas la capacité en amont à mesurer, par exemple, le volume que ça va représenter avant d'avoir proposé l'émission et de savoir combien d'agents vont se positionner et aussi dans le combien d'agents il y a, quel cadre d'emploi. Enfin voilà, les salaires sont très différents. Donc, définir des volumes, pour l'instant, ça paraissait assez complexe, très en amont du lancement du dispositif. La transition est toute faite, en fait. C'est vrai que nous, on tenait à faire cet atelier justement pour, voilà, nous, vous exposer le cadre du droit qui est celui des textes et le retour de Laura a tout son intérêt justement pour vous parler de ces aspects pratiques. Et nous, on est aussi là pour faire connaître aux organismes d'intérêt général ce dispositif que vous pouvez solliciter, qui va aussi se développer au sein des personnes publiques. Donc voilà, c'est
justement notre rôle de vous mettre en relation sur ces nouveaux sujets. Et donc tu parlais des règles administratives à respecter qui sont, bien nombreuses. Et donc là-dessus, c'est pour ça que je vous projette cette slide parce que ça fait partie un petit peu du process qui est quand même complexe, puisque la première chose à savoir, c'est que le fonctionnaire, mis à disposition doit l'être déjà, bien sûr, dans le cadre de son temps de travail. Là-dessus, c'est plutôt simple. Et donc, il va rester sous l'autorité de son employeur. Il faudra bien sûr s'assurer de recueillir, les accords de toutes les parties, donc aussi bien celui de l'agent que de celui de son employeur, donc la personne publique et celui donc de, l'organisme d'accueil. On est vraiment sur, une relation, volontaire et d'un commun accord. Ensuite, il faut, que la mise à disposition soit prononcée par arrêté ministériel, donc ça, c'était la nouveauté, du décret, donc pour un fonctionnaire de l'État par arrêté ministériel donc et par arrêté, de l'autorité territoriale, donc investi du pouvoir de nomination pour un fonctionnaire territorial. Donc ça aussi, c'est une démarche, supplémentaire. Ensuite, bien sûr, il faudra rédiger une convention, de mise à disposition qui va devoir être signée entre l'employeur, de l'agent et l'organisme d'accueil. Donc sur la convention, on pourra revenir un peu plus en détail si on a le temps ou en tout cas dans le cadre des questions. Et ensuite, donc, Laura l'évoquait aussi, on a des contrôles déontologiques qui vont devoir être réalisés afin de s'assurer du respect du principe de laïcité par le fonctionnaire concerné et éviter donc tout risque de conflit d'intérêts. Et donc la mise à disposition ne pourra intervenir qu'après la vérification, de la conformité des conditions d'intérêt général à remplir par l'organisme et après, mise en œuvre donc de tous ces contrôles, déontologiques. Ce qui peut aussi s'avérer, assez lourd, en pratique et donc moi, je voulais te poser la question de concrètement, comment, en fait, vous vous assurez de bien respecter l'ensemble de ces critères? Même si bon, tu as quand même, plutôt bien répondu déjà, mais peut-être que tu veux développer davantage? Oui, j'ai devancé un peu ta question. Non, c'est C'est vraiment, pas pour grave. le coup, au niveau de la direction des ressources humaines, là, c'est vraiment main dans la main avec eux, hein. C'est une partie qui leur incombe complètement. Au niveau de la mission mécénat, nous, on a été responsable en fait de la définition du projet, de sa validation, de la sensibilisation des associations. On est aussi à la manœuvre sur la fiche asso et tout le contact avec les associations et le fait de leur expliquer le dispositif. Maintenant, tout ce qui va être convention, arrêté, contrôle déontologique, c'est malheureusement là que la direction des ressources humaines se gratte la tête et que ça, voilà, ça dépasse un peu la mission mécénat. Oui et on le comprend, tout à fait. Je pense que s'il y a d'autres, adhérents qui souhaitent rebondir, plus tard sur ce point, n'hésitez pas parce que je pense que ça fait l'objet aussi de questions chez vous. Donc, justement sur la convention de mise à disposition, on a un modèle qui a été mis à disposition, enfin qui vous a été mis à disposition, ça fait beaucoup de mise à disposition, dans, la circulaire, qui a été, publiée cet été. Donc vous avez un modèle, tout prêt dont vous pouvez vous servir justement, enfin avec toutes les mentions devant figurer dans la convention. Donc, je vais pas les détailler, mais on a la nature des activités, la durée et cetera. Et donc la signature de la convention de mise à disposition va emporter, attribution de la subvention en nature. Donc je me souviens que Laura, je t'avais posé la question de savoir si, si vous aviez utilisé ce modèle et je crois que tu n'en avais même pas connaissance, d'où Oui, l'importance de alors te le tu vois, c'est parce rappeler. que depuis, je me suis renseignée. Donc en fait, en effet, comme la circulaire, elle a été postérieure à notre première salve de mise à disposition, sur la première salve, notre direction des ressources humaines, il n'y avait pas de modèle. Donc elle a utilisé les modèles de convention de mise à disposition classiques qu'elle utilise par ailleurs quand on met à disposition des agents, puisqu'il y a déjà pas mal de systèmes de mise à disposition qui existent dans la fonction publique en dehors de celui-là. Mais j'ai appris que pour cette année et pour cette salve, ils avaient bien utilisé les modèles de la circulaire. Ah, Voilà. c'est chouette. Bon, ben voilà, en tout cas pour les personnes qui ne le savent pas, voilà, vous avez des modèles qui sont tout prêts, donc profitez-en. Moi, pour terminer, alors je reprojette mon écran. Je voulais vous parler de l'évaluation de ce dispositif. Ça fait aussi partie des points qu'il est important de souligner, puisque voilà, le décret a imposé des remontées d'informations, annuelles, durant, les 5 années, donc du dispositif, donc jusqu'en
jusqu'au 27 décembre 2027, puisque c'est les 5 années d'expérimentation. Et donc pour évaluer ce dispositif, il faudra donc évaluer le nombre de fonctionnaires qui ont été intéressés, et le but étant de savoir si le dispositif sera généralisé ou pas au bout de 5 ans. Et donc, voilà, les collectivités, les services ministériels qui ont mis en place, la mise à disposition, vont devoir établir un état des fonctionnaires mis à disposition, donc qui comprend, le grade, la qualité et cetera, l'objet de la mise à disposition et puis la liste aussi des structures bénéficiaires. Donc voilà, il y a quand même un suivi, qui va devoir être fait. Le but étant de savoir si ça vaut le coup et comment le pérenniser et comment l'améliorer éventuellement. Donc, Laura, est-ce que tu veux nous dire un mot sur la manière dont vous évaluez le dispositif déjà de votre côté? Oui, alors en effet, on évalue le dispositif à la fois par rapport à cette préparation des indicateurs de manière annuelle, hein, l'état des fonctionnaires mis à disposition, nom, prénom, cadre d'emploi, etc. Donc ça, c'est un tableau qui, comme je le disais, est à la fois annexé aussi au ROB et au CA. Bien sûr, c'est anonyme hein, par rapport à l'agent, mais c'est en tout cas des volumes financiers qui sont connus et transmis, la liste des structures bénéficiaires également. Au-delà de ça, comme je vous l'indiquais, on a, nous, réalisé des enquêtes de satisfaction auprès des agents et des structures bénéficiaires pour essayer d'améliorer en interne notre dispositif. Donc, juste pour vous citer quelques chiffres, on était entre 95 et 98% de taux de satisfaction global sur la raison d'être de ce dispositif. Le paradoxe principal, c'est celui que je vous ai déjà exposé, c'est-à-dire que la durée de mise à disposition de 2 jours, elle paraît déjà compliquée à mettre en œuvre pour nos agents, mais elle paraît pas suffisante. Enfin, en tout cas, les associations espéreraient plus. Donc ça, c'est un paradoxe. Et ce qu'on peut nous dire en termes de gestion de ce projet, que ce soit au niveau de la direction des ressources humaines ou au niveau de la mission mécénat, c'est qu'en effet, il y a un certain nombre de contraintes administratives qui peuvent venir alourdir ou en tout cas rebuter, je pense, bon nombre de collectivités ou même d'organismes publics pour se lancer dans l'aventure. Et c'est un peu là toute ma crainte, c'est-à-dire que j'ai cette crainte que dans 5 ans, il y ait eu très peu de collectivités ou d'organismes qui se soient lancés du fait de l'ampleur des contraintes. Et en effet, je trouve aussi que c'est un dispositif qui peut être un peu discriminant. En effet, je vois mal des petites collectivités se lancer dans cette affaire-là, des collectivités qui ont peut-être 1 personne ou 2 personnes aux ressources humaines qui ont déjà du mal à boucler les missions régaliennes, qui voilà, sans doute ne se lanceront pas dans ce type de choses. On dira que ça peut être vrai pour beaucoup de dispositifs, mais là, voilà, je pense que du fait des contraintes qui sont imposées, ça peut être d'autant plus discriminant. Voilà, là, c'est un dispositif qui est mis en place chez nous uniquement pour l'instant à Bordeaux Métropole. Ça ne concerne pas les agents des villes. Mais ça pourrait être tout à fait intéressant puisque les compétences qui sont exercées au niveau communal par les agents et donc les missions qui sont exercées, les compétences qui sont à disposition sont aussi très pertinentes à proposer à des associations et des structures d'intérêt général. Oui, complètement. Bah, peut-être que tu veux conclure aussi du coup sur ce dispositif, sur ce retour d'expérience que tu peux nous apporter? Mais en conclusion, c'est vraiment cette idée d'un dispositif dont le sens, je crois, fait l'unanimité, enfin, en tout cas au niveau des agents et des associations avec lesquels nous, on a pu le tester. Voilà, cette idée peut-être de venir peut-être plus dans le détail, affiner le dispositif et son cadre légal pour qu'il colle davantage à la réalité du terrain. Tout à l'heure, tu as mentionné cette différence fondamentale entre le mécénat de compétences des entreprises et la mise à disposition des fonctionnaires qui porte sur le fait que les entreprises, on n'est pas forcément obligé d'aller sur des compétences spécifiques professionnelles du salarié. Alors que pour la fonction publique, c'est une obligation. Sauf que ce qu'on constate en fait sur le terrain, dans la pratique, c'est que nos agents mis à disposition
il n'y a pas 100% de leur temps de mise à disposition et 100% de leur mission qui relèvent de leurs compétences professionnelles exercées dans le cadre de leur emploi. Tout simplement parce que au comité du Secours populaire de Bègles, par exemple, où il y a 8 bénévoles, vous pouvez vous retrouver en mise à disposition un mardi où il va manquer quelqu'un à la district alimentaire, et comme la priorité ce sera ça dans l'association, bah, vous allez pendant 4 ou 5 heures faire de la district alimentaire alors que c'était pas la mission qui était indiquée dans votre convention. Ça, en effet, c'est une différence par rapport à la théorie et au cadre juridique, mais c'est quelque chose qui est enfin, qui est la réalité du terrain. Donc ça, c'est un élément qui sans doute méritera d'être remonté. Voilà pourquoi cette différence, pourquoi il y a cette différence qui a été si marquée entre le dispositif entreprise et le dispositif fonction publique. Et puis ensuite, j'avais oublié un élément que je t'avais dit, il faudrait absolument que je signale ça. Je ne sais pas si tu l'as en tête, mais je vais reprendre sinon les notes. Il y avait un dernier élément important que je voulais vous partager aussi en guise de conclusion. Je reprends également mes notes. Je sais qu'il y a un dernier point, mais... Ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé, pardon. C'est l'idée aussi que tout le sens du dispositif, je crois, prendra forme à partir du moment où les directions des ressources humaines s'en seront véritablement emparées, au sens où le mécénat, la mise à disposition, alias mécénat de compétences, sera vraiment intégrée dans une politique RH, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui chez nous. On est vraiment, c'est normal, hein, on est en phase test, on est en expérimentation, mais je crois que le dispositif prendra tout son sens à partir du moment où il sera intégré dans une politique RH. De gestion et de prévision de la gestion des compétences, de gestion de carrière, voilà, qui pourra être aussi peut-être valorisé, puisqu'il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Il est valorisé parce que nous, on vient communiquer sur ce dispositif, mais il n'est pas, par exemple, valorisé dans le cadre du management. Ça pourrait être une petite partie, par exemple, des entretiens annuels des agents. En tout cas, les agents qui sont mis à disposition en mécénat de compétences pourraient tout à fait être interrogés sur leur vécu et leur ressenti, au même titre qu'ils sont interrogés sur l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, c'est cette idée que tant que ce dispositif-là n'est pas rentré plus globalement dans une politique RH de la collectivité, c'est sans doute compliqué d'en dessiner vraiment toute l'ampleur et tout le sens. Merci beaucoup pour ce retour.